Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre dernier cours de la session sur la réseautique. Donc aujourd'hui, on a un plan en 5 phases. On va commencer en parlant un peu de c'est quoi l'Internet en général, c'est quoi le web, c'est quoi les grands joueurs quand on parle de réseautique. Ensuite, on va aller plus en détail dans la communication. Ok, donc, on va aller voir les différentes couches de réseau et de transport qui nous permettent de communiquer entre des ordinateurs. Puis, on va terminer en parlant de sécurisation de communication. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans le monde moderne de l'Internet de manière sécuritaire? Et une dernière petite parenthèse sur les réseaux locaux. Donc, on parle à la maison, à l'intérieur d'une petite entreprise, et ainsi de suite. Fait que premièrement, on va s'attarder sur c'est quoi un réseau. Hein? Donc, le principe fondamental d'un réseau, c'est de permettre la communication entre différents périphériques, habituellement des ordinateurs. Donc, on utilise aujourd'hui de la réseautique et des réseaux dans notre vie de tous les jours. Autant à chaque fois que je sors mon téléphone et que je m'en vais sur une page web comme Google, Facebook, la page de l'UQAM, ou que je me connecte à un serveur distant ou local avec des commandes SSH quand je mets à jour ma librairie d'applications. Tout ça, ça l'utilise des éléments réseautiques. Quand j'imprime une feuille quelque part à la maison ou à l'école, ça utilise de la réseautique. Donc, le principe de réseau informatique, c'est de la communication d'informations. Puis, ça va être sur différents périphériques, hein, que ce soit différents matériels, un ordi, un téléphone, une imprimante, qui va donc rouler différents logiciels, hein, comme macOS, Windows, iOS, les firmware d'imprimante. Donc, ça va être régi par des protocoles de communication. Ce qu'il faut comprendre de la réseautique, c'est que c'est pas inhéremment difficile. OK? Donc, il n'y a pas d'élément qui est comme oh mon Dieu, je ne peux pas comprendre comment est-ce que ça peut fonctionner. Par contre, le domaine est considéré comme difficile parce que c'est des problèmes complexes qui ont beaucoup de différents niveaux, puis qu'il y a donc beaucoup de solutions imbriquées l'une dans l'autre pour être capable d'arriver à une solution finale. Non seulement ça, puisque c'est une panoplie de différents protocoles qui interagissent avec eux, on ne veut pas avoir à les dire au long à chaque fois, fait qu'on a un paquet d'acronymes pour simplifier l'utilisation journalière de la réseautique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de manières de faire, puis puisqu'il y a beaucoup de manières de faire, puis puisque c'est des problèmes complexes, il y a beaucoup de minutie qui peut arriver, donc beaucoup de petits détails techniques, mais à son fondement, il n'y a jamais rien qui est difficile à comprendre ou difficile à expliquer à quelqu'un d'autre, contrairement à d'autres matières scientifiques, mettons. Quand on parle de réseautique, il existe différentes topologies, différentes manières de représenter les choses. Donc, dépendamment de comment est-ce que tu es en train d'interagir dans ton réseau, tu vas avoir différentes topologies. Donc, il y en existe deux fondamentales. Il va y avoir le principe de client-serveur. Donc, le serveur est une source, un pilier d'information ou de communication. Puis, en tant que client, moi, je vais aller communiquer avec ce serveur-là pour aller chercher une réponse quelconque. Donc, quand on pense, mettons, à un site web, le principe du site web, ben, c'est être capable d'aller chercher l'information. Le serveur me répond avec la page web et me fournit la page web. N'importe qui d'autre qui parle au serveur est capable d'avoir une connexion un à un avec le serveur. Il existe un deuxième type de communication qui est de pair à pair ou le peer-to-peer, qui me permet de propager l'information d'une manière plus disparate. Donc, la majorité des protocoles réseautiques fonctionnent de cette manière. Puis, il y avait aussi des protocoles de distribution d'informations qui marchent comme ça. Le plus populaire aujourd'hui est BitTorrent, qui permet de partager des fichiers
à travers une multitude de connexions avec différentes personnes. Donc ici, on a deux exemples de communication client-serveur en bas, là, où on a notre serveur web, hein, donc un client, un serveur, puis même principe, client-serveur, quand on a une connexion SSH, c'est le même principe, on demande la connexion, on échange les clés, on en reparlera aujourd'hui, des clés publiques et du chiffrement, et on a le serveur qui répond à ces différentes requêtes-là quand on veut. Une distinction que j'aimerais apporter, c'est la différence entre le web et l'Internet. Donc, quand on parle du web, on va parler des emplacements où on a des pages web, où c'est qu'on va avoir des ressources habituellement visuelles, possiblement audio, qui sont interconnectées avec des hyperliens, hein, les petits liens bleus qu'on connaît. Donc, ce principe-là, c'est ce qu'on appelle le web ou en francisation, la toile, qui nous permet de communiquer dans la vie de tous les jours à travers habituellement maintenant des services, des web apps et ainsi de suite. Donc, quand on s'en va sur un site web, on va aller chercher de l'information. Le site web existe sur l'Internet. Donc, l'Internet, c'est un réseau de réseaux. Donc, on a notre réseau à la maison qui est connecté, on a le réseau à l'école qui est connecté ensemble, puis ces deux réseaux-là sont capables de se connecter à travers un autre paquet de réseaux qui sont interconnectés entre eux autres. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir différents fournisseurs d'accès Internet, hein, les ISP en anglais, les Internet Service Providers, qui vont nous permettre de connecter notre réseau à leur réseau, qui se connecte à d'autres réseaux, qui se connecte à d'autres réseaux, qui va se connecter au réseau du fournisseur d'accès Internet de l'UQAM, qui se connecte à l'UQAM, puis eux autres sont capables de tout faire ces connexions-là ensemble, puis de connecter plusieurs réseaux ensemble. Puis, on a différents niveaux aussi de connexion, hein. On a les réseaux locaux, les réseaux des ISP. Les ISP aussi sont souvent des compagnies cellulaires, fait qu'ils ont aussi un réseau cellulaire qui viennent s'attacher à leur réseau qui est sur l'Internet. Donc, on a tous ces différents éléments-là qui sont capables de communiquer à travers l'Internet. Donc, le web est quelque chose qui est comme par-dessus l'Internet, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire une distinction. Nous autres, on ne va pas parler du web. Il y a des cours de programmation web. Nous, on va être au niveau de l'Internet. Qu'est-ce qui est intéressant de l'Internet? C'est que ça n'a pas d'autorité centrale. C'est un réseau qui est purement distribué. Tout le monde est connecté ensemble. Tout le monde a une partie du gâteau. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas une seule association qui contrôle tout. Cela dit, c'est certain qu'il y a certaines agglomérations qui se sont formées pour dicter les différents protocoles, les différentes manières de faire, puis un peu les règles de l'état de l'art, les règles de bienveillance qui sont sur l'Internet. Il existe comme 3 joueurs majeurs, donc l'ICANN, c'est celui que vous allez revoir le plus souvent, parce que c'est lui qui gère les adresses IP, on va en rejaser un petit peu plus tard, particulièrement aussi les noms de domaine, les numéros de port. Donc, c'est vraiment ceux qui permettent de gérer qui c'est qui a le droit de faire quoi avec quelle information. On a le ISOC, le Internet Society, qui est un regroupement, hein, eux, d'utilisateurs généraux. Donc, eux, c'est plus une gang qui travaille avec d'autres associations à être certain de bien faire valoir qu'est-ce que l'Internet a besoin. Puis, on a un dernier qui est le IGF, le Internet Governance Forum. Donc, ça ici, en fait, c'est créé par les Nations Unies. Ça a un impact politique pour, en fait, mettre en œuvre l'Internet dans différents pays, être certain que tout le monde a le même accès, que tout le monde a les mêmes droits.
Donc, il y a un petit lien ici là, qui regroupe plus d'informations si vous en sentez le besoin. Donc, le principe, c'est que c'est une coopération mondiale qui fait en sorte que l'Internet fonctionne dans la vie de tous les jours. Pour être capable de communiquer sur cette infinité de possibilités réseautiques, il va falloir utiliser des protocoles. Puis vient de là la plus grande difficulté de la réseautique parce qu'il y a beaucoup de choses à transmettre, on a beaucoup de manières de communiquer et il y a donc beaucoup de protocoles. Hein? Donc, un protocole, ça va codifier la communication dans l'intérieur des membres du réseau. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se parler? Ça va définir les formats puis les actions des messages qu'on va vouloir envoyer. Donc, OK, oui, je veux te donner une page web, mais comment est-ce que je fais pour te donner une page web? Comment je sais que tu peux me donner une page web? Comment je fais pour être capable de envoyer un paquet de chez nous à l'UQAM à travers l'Internet sans que tout le monde, en même temps que tout le monde soit capable de coopérer, coexister? Donc, on va avoir un paquet de protocoles pour différentes utilisations, puis différents niveaux d'utilisation aussi. Donc, un petit quiz, vous pourrez peser sur pause puisque c'est en différé à chaque fois qu'on le regarde. Donc, on a le HTTP, on se demande c'est quoi le nom du protocole, puis à quoi il sert. Donc, le HTTP, c'est celui que vous voyez le plus dans la vie de tous les jours. C'est le Hypertext Transfer Protocol. C'est le protocole du web. Donc, quand on voit une page web, quelque part, il y a eu un transfert par HTTP ou HTTPS maintenant. On a le SSH, qui est le Secure Shell, donc une connexion sécurisée, chiffrée dans ce cas-là, vers un shell distant. Donc, on l'a vu quand on voulait se connecter à des serveurs. On a l'IP, qui est le Internet Protocol. Donc, c'est le protocole principal d'Internet qui va nous permettre de se connecter d'un ordi à un autre. C'est avec lui qu'on va permettre d'avoir des adresses à l'intérieur de l'Internet. On a le SMTP, qui est le Simple Mail Transfer Protocol. Donc, c'est pour l'envoi de courriel. Donc, si moi, je vais envoyer un courriel, puis j'envoie ça à l'UQAM, il faut que j'utilise le protocole SMTP pour être capable de faire ça. Il va exister d'autres protocoles pour aller recueillir les courriels qui ont été envoyés à un serveur. Donc là, ça va dépendre. Il existe POP3, il existe IMAP. Donc, il y a différents protocoles. Pour tout, c'est ça la joie et l'horreur de la réseautique. On a le DHCP, qui est le Dynamic Host Configuration Protocol. Ça nous permet d'avoir une configuration automatique des paramètres réseautiques d'une machine. Donc, on va aller voir que on a des adresses sur chacune des machines. Ben, quand je me connecte à un nouveau réseau, soit filaire ou quand je me connecte avec du Wi-Fi, comment je fais pour savoir c'est quoi les informations du réseau? Ça va être grâce au protocole DHCP. On a aussi l'Ethernet, c'est pas un acronyme celui-là. Lui, c'est le protocole qui régit comment est-ce qu'on communique les paquets sur le réseau local. Donc, on parle de câble, Ethernet. Donc, comment est-ce que physiquement on fait pour communiquer les paquets? On va avoir deux protocoles de communication fondamentales sur l'Internet, qui va être l'UDP, qui est le User Datagram Protocol, puis le TCP, qui va être le Transmission Control Protocol. Donc, c'est deux protocoles qui vont permettre d'être un niveau de base à communiquer sur Internet. On va voir qu'il y a certains protocoles qui vont s'agencer ensemble. Puis ça, c'est ce qu'on parlait avec les couches. Là, on va en jaser dans quelques secondes. Ce qui est important, ben, un élément à savoir, c'est que souvent, on va voir le mot TCP/IP, ou on va souvent dire juste TCP/IP, pour parler des protocoles de l'Internet. Okay? Donc, on dit que l'Internet roule sur le TCP/IP. C'est un abus de langage. Oui, il y a la majorité des communications qui utilisent le TCP/IP, donc le TCP et l'IP ensemble, mais il y a du UDP, IP, il y a du SSH, UDP, il y en a plein de différents combinaisons qui travaillent ensemble. Fait que le principe, ça va être que ça va être un modèle en couche.
pour être capable de communiquer sur un réseau moderne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un modèle en couche? Ça veut dire que si j'ai un niveau, une information de haut niveau, ok? Donc de haut niveau, on parle d'une page web, hein? Donc du HTML qui permet d'être visionné. Ben, le HTML, pour qu'il soit envoyé, puis qu'on s'assure qu'il soit envoyé correctement, on va utiliser le protocole HTTP pour être capable de fracturer cette page-là, être certain que c'est bien envoyé, puis que c'est bien reçu, puis d'autres éléments de ce protocole-là. Mais le protocole HTTP, c'est juste pour envoyer un message en tant que tel du web. C'est agnostique de comment est-ce que ça peut être transigé d'une place à une autre. Fait que si j'ai besoin de découper ce message-là en plus petits morceaux, en paquets en fait, parce que quand on va être sur le réseau, on ne va pas tout envoyer un message, mettons de 20 megs d'une shot, on va possiblement le couper pour être capable d'avoir des bouts de message. Mais là, qu'est-ce qui arrive si je perds un bout de message? Est-ce qu'il faut que je le renvoie? Est-ce qu'il faut que je cherche c'est quoi l'ordre de ces messages-là? Donc, on va avoir besoin d'une manière de transporter cette information-là d'une manière qui est conviviale, protocolaire, qui nous apporte au niveau transport. Donc, oui, j'ai un message en HTTP, mais je veux l'envoyer, je veux le transporter, puis je veux utiliser le protocole TCP pour prendre ce message-là, raboudiner des bouts avec, puis d'être capable de l'envoyer comme que je veux. Là, je sais c'est quoi les différents. J'ai 20 camions, des camions ici, on utilise les routes, là, des internets, c'est des tubes. On a la déconstruction du message, mais là, je ne sais pas où l'envoyer nécessairement encore. Parce que moi, j'ai juste dit, je veux savoir c'est quoi Wikipédia, mais je ne sais pas, il est où Wikipédia. Je ne sais pas comment me rendre sur les fils à Wikipédia. Donc, il va falloir aller chercher une adresse à laquelle envoyer cette information-là. Fait que c'est là qu'on tombe au niveau, à la couche réseau du modèle réseautique qui va nous permettre d'avoir des adresses IP puis qui va être capable de pinpointer une place spécifique où envoyer l'information. Une fois qu'on a ça, on va avoir la couche de liaison, le link layer, qui va travailler au niveau du matériel, les périphériques. Donc, est-ce que j'utilise ici un câble? Est-ce que j'utilise une antenne Wi-Fi? Puis là, ça vient s'attacher au niveau physique. Là où c'est qu'on va parler d'électronique. Donc, sur le fil, y a-tu du 5 volts, y a-tu pas du 5 volts? Sur l'antenne, je fais varier la puissance pour être capable de faire coordonner des informations. Donc, toutes ces différentes couches-là, ensemble, nous permettent de se connecter puis d'être capable de communiquer d'un endroit à un autre. Fait que, si on regarde, nous, on va majoritairement se concentrer sur ici, là, dans ces deux-là. OK? Donc, les éléments plus hauts, ça va être dans votre cours de web ou dans votre cours d'OS qu'on va possiblement plus aller voir ça. Puis, le modèle au complet, on va le revoir dans votre cours de télé-informatique, bien en détail, avec beaucoup plus de blabla que qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'une seule période aujourd'hui. Si on regarde rapidement les couches physiques puis de liaison, là, donc le plus bas niveau, c'est ce qui est dicté par des normes. Donc, quand on parle de l'Ethernet, on parle des normes IEEE 802.3, les normes Wi-Fi 802.11, puis là, il y a un paquet de lettres pour être capable de dicter c'est quelle version du Wi-Fi. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir au niveau de la couche physique? C'est qu'on va avoir une adresse physique. Donc, chaque périphérique, donc chaque plug réseau là, dans lequel tu peux brancher quelque chose, chaque antenne Wi-Fi de ton cellulaire ou de ton laptop ont une adresse physique qui est associée à l'interface réseau. Cette adresse-là est dictée par le fabricant du périphérique. OK? Donc, le principe, c'est qu'on va avoir une adresse sur 48 bits en hexadécimal. Donc, ça ressemble, ça ressemble à ça ici, là, où c'est qu'on a 6 groupes
de deux valeurs hexadécimales séparées par des 2 points, juste pour la préséance. Puis le principe, c'est que c'est assigné par le manufacturier, puis les 3 premières informations sont dictées par le manufacturier. Donc, quand il y a un manufacturier qui veut rentrer en entrée de jeu, puis de commencer à faire des périphériques, il faut qu'il aille voir l'ICANN, en fait, pour être capable de demander, ben, j'ai besoin d'avoir un numéro, puis qui est un OUI, le Organizationally Unique Identifier. Donc, chaque organisation a le droit à son propre identificateur. Puis après ça, chaque périphérique, donc chaque périphérique unique, là, ça veut dire que tu achètes 2 fois le même laptop, ils n'auront pas la même adresse physique. On va aller regarder qu'est-ce qui est plus intéressant pour nous, qui va être la couche réseau. Donc, si on revient à notre petit diagramme, là, on a les 2 couches Link et Physical, c'est plus au niveau physique que ça arrive. Là, on va aller travailler au niveau réseau avec le protocole IP. Donc, le protocole IP, c'est ce qui nous permet de livrer des informations d'un endroit à un autre. Donc, ça me permet de dire je suis à telle place et je m'en vais à telle place. Ou en fait, je viens de telle place puis je m'en vais à telle place. Donc, pour être capable de faire ça, on va avoir des adresses. Donc, c'est là qu'on va parler d'adresses IP qui va nous permettre d'identifier une destination comme une source. Donc, je pars de telle adresse et je m'en vais à telle adresse. Puis là, l'information se propage, puis on peut avoir une réponse qui revient vers nous par la suite. Fait que c'est un peu la même idée qu'une adresse postale. Donc, je suis capable de communiquer avec quelqu'un d'autre en disant, ben moi, j'envoie la lettre à telle place, je mets ça dans la poste, puis ça va se rendre. Donc, on a le même hands-off approach sur l'Internet. Quand tu envoies une information à travers des paquets d'IP, tu les envoies, puis tu espères que ça se rend. On a d'autres différentes fonctionnalités qui travaillent juste au niveau IP. Donc, on a des commandes comme la commande ping qui me permet d'avoir des informations au niveau IP de différents sites ou de différents serveurs. Donc, si on fait un gentil petit tour ici, puis qu'on s'en va faire un petit ping, on va avoir des retours d'informations sur un site quelconque. Donc, le site est derrière une adresse IP spécifique. On va rejaser comment est-ce qu'on fait pour passer du nom du site à l'adresse IP dans quelques instants. Mais une fois qu'on sait l'adresse IP, lui est capable de juste aller dire « Hey, es-tu là? » Puis la personne répond « Oui, je suis là. » Puis on peut voir le temps que ça prend pour communiquer avec le serveur de l'UQAM. On peut voir ici que c'est variable parce que ça passe à travers les réseaux. Il peut y avoir un paquet de raisons pourquoi ça prendrait plus de temps une fois de l'autre. Donc, on peut voir ici en moyenne 18-19 millisecondes, mais une fois de temps en temps 41-34 millisecondes. Pourquoi? Parce que c'est l'Internet. Il n'y a rien qui est contrôlé sur l'Internet. On fait juste du mieux qu'on peut. Donc, on a la commande ping qui utilise son propre protocole, qui va être le protocole ICMP, qui fait juste envoyer des codes de contrôle. C'est pas pour envoyer, le protocole ICMP n'est pas pour envoyer des informations, c'est vraiment juste pour regarder le statut de quelque chose, mais ça marche au niveau IP, juste avec des adresses. Au niveau des adresses IP, il existe 2 protocoles différents. Donc, il y a eu l'IPv4, puis il y a l'IPv6. Puis là, si vous vous demandez, on est où avec l'IPv5? Bien, l'IPv5, c'est une version bêta, puis il n'a juste jamais été implémenté. Le principe de l'IPv4, c'est cela que vous allez rencontrer le plus souvent quand on travaille avec des adresses IP. Donc, c'est représenté par 4 nombres de 0 à 255. Donc, un exemple, comme on a ici, c'est le 132, 208, 246 et 6. Donc, 4 nombres qui vont chacun de 0 à 255. Puis, c'est la manière dont l'Internet communique en ce moment. Le principe, c'est qu'avec juste ce nombre-là, il y a juste 4 milliards d'adresses. C'est pas tant que ça. Puis,
Le principe aussi, c'est que on avait des adresses qui étaient allouées à travers différentes compagnies. Donc, telle compagnie allait avoir les plages de telle à telle adresse, telle compagnie allait avoir des plages de telle à telle adresse. Donc, on a évidemment des XKCD pour nous démontrer cela. Donc, on a une map de l'adresse IPv4 qui démontre les plus gros numéros de domaine. OK? Donc, le principe, c'est que des pays se font donner certaines plages, puis à partir de là, peuvent redistribuer leurs informations à l'intérieur. Donc, on peut voir ici, OK, les États-Unis, le Canada, l'Europe. Après ça, il y a les registraires, donc il y a des compagnies qui sont là pour donner des adresses. Puis à partir de là, il y a eu plusieurs compagnies qui ont été assignées à l'intérieur. Donc ça ici, c'est une map de 2006. OK? On peut voir qu'il y a certaines plages qui ne sont pas encore utilisées. C'est plus comme ça. Il n'y en a plus de vert nulle part sur la gentille carte. C'est maintenant tout alloué. Donc, on n'a plus assez d'adresses allouables en IPv4, même si c'est le protocole par défaut utilisé aujourd'hui. Il existe des solutions à cette problématique-là, comme la traduction d'adresses, le NAT, le Network Address Translation. C'est ce qui est utilisé dans tous les réseaux pour être capable de vivre cette problématique-là. Vous allez en savoir plus dans votre cours de téléinformatique. Mais il y a eu un effort pour créer une nouvelle version, qui est l'IPv6, qui était, à place d'être codé sur 32 bits, était codé sur 128 bits. Donc ici, il y a plus, il y a plus d'adresses IPv6 qu'il y a genre d'atomes dans l'univers, là, donc on ne devrait jamais tomber dessus. Donc ça devient 8 groupes de 4 valeurs hexadécimales. Donc, ça résout la majorité des problèmes, mais la problématique, c'est qu'ils ont essayé de tout résoudre d'un coup, puis ils ont donc développé plusieurs nouvelles versions de protocoles, plusieurs variations des protocoles existants, ce qui fait en sorte que, ça sortit en 1998, puis on n'est pas encore proche d'avoir une adoption complète. Donc, on a un gentil site qui nous donne laissez-moi retrouver ça. Ici, on a Google, une petite compagnie, peut-être que vous la connaissez, qui regarde quand on essaye de se connecter aux différents services de Google, va regarder est-ce que tu utilises une adresse en IPv4 ou en IPv6, puis à quel point c'est l'adoption mondiale. Donc, on peut voir ici, là, de 2010, où c'est qu'on était en bas de 5%, là, puis en 2010, ça faisait déjà 15 ans là, que ça existait. Là. On peut voir qu'on a une montée fulgurante de l'adoption. C'est venu en fait avec l'utilisation de téléphones mobiles. Les téléphones cellulaires ont été designés pour être en IPv6 en premier lieu. Donc, ça a fait en sorte qu'on a eu une très grande adoption. Puis si on regarde par région, là, on est quand même juste à 39%. Derrière d'autres pays plus adaptés. Mais le principe, c'est que les deux peuvent quand même coexister sur le même réseau. Donc, un périphérique, une carte réseau peut avoir une adresse IPv4 et une adresse IPv6 en même temps, puis aller chercher l'information comme il peut. On ne reparlera pas de l'IPv6 parce qu'encore une fois, la majorité des technologies réseautiques sont encore dans l'IPv4, puis particulièrement pour tout ce qui est réseaux locaux, tout ce qui est gestion de réseau, c'est pas mal tout fait encore en IPv4. Parlant d'IPv4,
on a des adresses qui sont spéciales. Donc, on a des adresses qui sont réservées, qui ne peuvent pas être distribuées à n'importe quelle place, à n'importe qui sur le grand réseau. Donc, on va avoir des adresses locales, donc l'hôte local, le local host en anglais, qui va faire référence à l'ordinateur lui-même. Donc, si je communique avec cette adresse-là, c'est pas que je veux sortir pour aller parler à quelqu'un d'autre, c'est que je veux me parler à moi-même, puis utiliser mes propres services, mes propres éléments réseautiques pour être capable de juste rester à l'intérieur de moi-même. Donc, en IPv4, cette adresse-là, c'est le 127.0.0.1. Puis, en IPv6, c'est un paquet de 0, puis ça finit par 1. Il existe aussi ce qu'on appelle des réseaux privés. Donc, des LAN, c'est là-dessus qu'on met ça. Ça veut dire que ces adresses-là ne seront jamais données pour des sites web, ne seront jamais données pour des sites externes. Ça va toujours être pour des petites agglomérations. Puis quand on parle de petites, là, ça peut être autant une habitation, une maison, qu'une université, qu'une compagnie, là, mais que ça ne soit pas sur un réseau étendu comme l'Internet. Donc, il y en existe 3 adresses privées. On a le 10.0.0.0, le 172.16.0.0, puis le 192.168.0.0. Après ça, on a un slash, le 8, 12 et 16, qui indique en fait le nombre de bits qui peut varier à l'intérieur du réseau. Donc, quand on... en fait, le nombre de bits qui est statique. Donc, pour 8, c'est juste le premier qui va toujours être 10. Ça veut dire que ça peut être 10.1.2.3 comme 10.20.40.50 comme 10.255.255.10. Puis quand on a /16, c'est qu'on a les 2 premiers nombres qui sont figés. Ça va toujours être 192.168. Point quelque chose, point quelque chose. Donc, c'est une manière de reformuler des adresses de réseau. C'est pas des choses qu'on a besoin de savoir par cœur. On a un cours au complet pour être capable de parler de ça. Il y a évidemment des utilitaires qui me permettent d'aller chercher les différentes informations que mes périphériques offrent d'un point de vue réseautique. Donc, on a la commande IP, ou anciennement, il y avait aussi, vous allez peut-être voir si vous faites des recherches, la commande ifconfig pour interface config. Mais si j'essaye la commande IP, puis on peut voir que c'est une nouvelle commande. Pourquoi? Parce que je peux donner une option longue. Donc, je veux que ça soit bref, mais je le fais avec juste un tiret. Oh! On n'est plus dans le monde de POSIX. Ça paraît, on est dans le monde de Linux et de GNU. Donc, le principe, c'est je peux avoir le loopback interface, qui est le local host. On peut voir ici, effectivement, le 192.168.0.1. Puis, on peut avoir des... Ici, je vais ouvrir ça pour que ça soit tout sur une ligne. Des adresses, en ce moment, j'ai juste une carte réseau, là, c'est dans ma machine virtuelle. Puis, je peux voir que je suis connecté, je suis en ce moment 192.168.64.2. Je peux aussi voir qu'en ce moment, sur la machine, j'ai Docker d'installer, mais en ce moment, il n'est pas fonctionnel. Puis Docker se fait en fait son propre mini-réseau pour être capable de communiquer de manière facile et conviviale à l'intérieur de lui-même. On avait aussi les adresses sur la même interface, en fait. Là. Donc, sur la carte réseau, j'avais l'adresse IPv4, puis j'avais des adresses IPv6. Donc, on est capable d'avoir plusieurs adresses sur la même interface, puis les adresses IPv6, puisqu'il y en a tellement, c'est très facile d'avoir plusieurs adresses pour être capable de s'indiquer comme étant une partie d'un réseau ou comme un élément unique. Là, on commence à empiéter sur téléinformatique, fait qu'on va arrêter tout de suite. Il peut y avoir plusieurs adresses sur la même interface. Tantôt, on a fait la commande ping, puis on a marqué ucam.ca, puis ça m'a donné directement une adresse IP. Comment est-ce que ça l'a fait ça? Comment est-ce que ça a pris le nom d'un domaine, le nom d'une adresse web, puis est capable de me donner une adresse IP en contrepartie? Ben, ça ici, c'est un autre protocole
qui est le protocole DNS. Donc, le Domain Name System me permet de faire un lien entre un nom et une adresse IP. Donc, ça nous permet de ne pas se souvenir obligatoirement de toutes les adresses IP pour être capable de se promener sur l'Internet et le web. Donc, quand je marque ucam.ca ou quand je marque info.ucam.ca ou quand je marque facebook.com ou google.ca, donc le protocole DNS nous permet de prendre cette adresse-là puis de le convertir en adresse IP. Il existe différentes commandes pour travailler avec juste le protocole DNS. Donc, on a la commande host qui me permet de demander à cette adresse, à ce nom-là, à ce domaine-là, quelle adresse est-ce qu'on a de rattacher. On peut voir ici que sur ucam.ca, on a quelques adresses différentes. Ici, je vais me tasser pour qu'on puisse pas manquer ma face. Donc, on a ici différentes adresses. Tant que tu t'en vas à un de ceux-là, tu vas tomber sur le site de l'UQAM. Puis, on peut voir ici qu'il y a aussi une connaissance des courriels qui va pouvoir être faite. Il existe des fonctionnalités additionnelles là, que tu peux aller chercher dans d'autres logiciels comme Dig, qui me permet d'avoir ce qu'on appelle les enregistrements DNS, les DNS Records, qui va nous permettre de dire, pour telle adresse, c'est telle IP, telle adresse, c'est tel domaine, c'est telle IP, tel domaine, c'est telle IP, et ainsi de suite. On peut regarder aussi, quand j'essaye de regarder, si j'essaye à ucam.ca, ça me donne une adresse quelconque, mais si j'essaye info.ucam.ca, je peux voir que c'est totalement une autre adresse. Donc, il y a ici une espèce de hiérarchie dans le nom de domaine. Donc, quand on travaille avec les noms de domaine, faut partir de la fin. C'est un peu difficile à gérer du premier coup, là. Mais quand on travaille, donc on a le nom du domaine, puis on avait vu plus tôt dans la session qu'après le nom de domaine, il y a comme un slash, puis après ça, il y a des ressources. Ça ici, quand on veut juste l'adresse, ça n'a pas rapport. Fait que nous, on va juste prendre le nom de domaine. Tout ce qu'il y a des points, puis avant le slash. Puis on va commencer par la fin. Donc, la fin, c'est ce qu'on appelle le top level domain. Donc, le top level domain, ça va être c'est qui gère ces domaines-là. C'est qui va aller voir. Parce que le principe, c'est qu'il va y avoir une hiérarchie pour la gestion du DNS. Donc, quand je veux aller à tous les sites qui finissent par CA, je vais aller demander au registraire des CA. Puis là, je vais dire, moi, je veux savoir c'est qui UQAM dans CA. Puis là, il va dire, OK, UQAM, c'est telle place. Puis là, moi, je vais pouvoir aller voir à telle place, puis aller, après ça, descendre, puis aller commencer à aller parler au serveur DNS de plus bas niveau. Donc, à chaque fois que j'ai un point, c'est que je m'en vais parler à quelqu'un d'autre, dans la file. Fait que j'ai mon CA, je demande, dans ce cas-ci, c'est le KIRA, le Canadian Internet Registration Authority, qui gère ça. Lui, il a fourni à l'UQAM le ucam.ca. Fait que quand il y a quelqu'un qui s'en va sur ucam.ca, c'est redirigé sur les serveurs de l'UQAM. Mais là, mettons, moi, je vais aller sur info.ucam.ca. Là, c'est les serveurs de l'UQAM qui disent, on sait que tu es sur ucam.ca. Ah, tu veux aller sur le sous-domaine info? Pas de problème. C'est à cette autre adresse-là qui est gérée par quelqu'un d'autre, qui est donc gérée par le département d'informatique. Puis après ça, les sous-domaines par la gauche, on peut en avoir autant qu'on voudrait. Là. Comme il y a le gitlab.info.ucam.ca. Il y a le mattermost.info.ucam.ca. Donc, ça nous permet de gérer ça de manière hiérarchique. On a ensuite le protocole DHCP. Donc, quand on se connecte à un réseau quelconque, on va vouloir se connecter avec une adresse. Mais comment est-ce que je fais pour savoir c'est quoi l'adresse du réseau, savoir c'est quoi les adresses disponibles? Parce qu'on ne veut certainement pas avoir un dédoublement d'adresse. J'arrive sur un réseau, il y a quelqu'un qui a l'adresse 192.168.1.100,
ben moi, si j'arrive puis j'essaie de prendre cette adresse-là, ben quand on va essayer de communiquer, on ne saura plus où aller, hein, parce que chaque adresse est supposée être unique à l'intérieur du réseau. Fait que le protocole DHCP, ça le dit dans son nom, OK? Donc, c'est un protocole, OK? De configuration. On configure quoi? On configure le host. Donc, on configure des hôtes, puis on le fait de manière dynamique. Donc, je me plug sur le réseau, puis je suis capable de demander au réseau, hey, c'est quoi les adresses qui sont disponibles? Puis, il y a quelqu'un sur le réseau, OK, qui est fait pour gérer ça. Donc, un serveur DHCP qui va permettre de fournir cette adresse-là à la personne qui le demande. Donc, c'est fait autant au niveau local. Donc, quand tu te connectes dans ton Wi-Fi chez vous, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe avec ton routeur. On va en rejaser tantôt des réseaux locaux. Mais c'est le même principe aussi quand tu te connectes à l'Internet, quand tu branches ton modem, le modem demande au fournisseur d'accès Internet, OK, avec DHCP, une adresse pour être capable de travailler. Le principe des réseaux. Hein, on a dit qu'on se promenait de réseau en réseau pour être capable d'aller d'une place à l'autre. On peut essayer de regarder c'est quoi qui va se passer à travers le réseau. Donc, on a des commandes comme traceroute qui va nous permettre de voir le chemin qu'un paquet prendrait pour se rendre d'une source à une destination. Le principe ici, c'est que ça, c'est pas un envoi normal. Hein. Habituellement, quand j'ai dit je l'envoie normal, je le mets dans la poste, je le regarde plus, puis j'assume que ça se rend. J'espère. Le traceroute, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se cacher dans dans l'enveloppe, puis à chaque fois qu'il se fait placer à une autre place, il pop dans l'enveloppe, puis il fait comme oh, je suis où en ce moment là? Fait que tu trouves la première fois, puis t'es comme oh, je suis dans le camion du facteur. Puis là, tu demandes au camion du facteur, on s'en va où? Ben, on s'en va au centre de redistribution. Puis là, parfait, on attend, puis quand on est rendu dans le centre de distribution, on repop, puis on est comme OK, on s'en va où? OK, on s'en va dans l'avion, OK, pour changer de continent. Puis à chaque fois, tu repopes, puis tu redemandes, OK, où c'est que tu t'en vas, puis ainsi de suite. Donc, traceroute, c'est pas une communication normale, mais ça permet de trouver comment est-ce qu'on peut se rendre d'une place à l'autre. Donc ici, on peut voir, OK, différents niveaux, OK, différents sauts qu'on appelle. Donc, j'ai commencé sur mon ordinateur local qui s'est rendu à ma connexion domiciliaire avec mon adresse publique. Puis, on voit ici que ça s'en va sur le réseau interne de mon ISP. Puis, une fois que c'est sur mon réseau, que ça sort de mon ISP, ça s'en va sur différents routeurs qui redirigent cette communication-là jusqu'à temps que ça se rende à destination. On peut voir qu'à un certain point, on les avait pu. Donc, à un certain point, tu n'es plus capable de sortir de l'enveloppe. Il y a d'autres manières de tester ça. C'est un peu méchant de tout le temps faire des traceroutes. Fait que on ne va pas abuser de la chose. Donc, on est quand même capable de voir qu'il y a effectivement un pas à pas qui se fait à chaque étape à travers plusieurs autres réseaux. Donc, c'est pas une communication normale, c'est un sondage comme par essai-erreur. On essaie de voir c'est quoi la prochaine destination, on envoie des choses, puis on peut essayer plus ou moins. Donc, il y a des options de traceroute qui existent. On va ensuite parler de la couche transport. Donc, on revient à notre petit graphique. On vient de faire la couche réseau. Donc, dans la couche réseau, on avait le protocole IP qui me permettait d'avoir des adresses. Ben là, on va shifter au niveau transport qui va me permettre de décider qu'est-ce que je mets dans mes différents messages. Parce que le principe, c'est que ultimement, j'ai un méga gros message, là, comme une requête HTTP à faire. Donc, je sais à quelle adresse je vais l'envoyer. Là, le protocole de transport va dicter comment est-ce que je fais pour découper ce méga message-là pour que ça soit transmis. On voit ici qu'il existe deux protocoles fondamentaux au niveau transport, qui est le TCP et l'UDP. Ici, on tourne, que je transporte. Donc, TCP et UDP. Donc, je vous ai dit, quand on envoie quelque chose par IP, c'est possiblement perdu à tout jamais. Donc, souvent,
c'est pas ce qu'on veut. OK? Donc, j'ai un courriel, ça serait plate là, si une fois de temps en temps, il manquerait une phrase ou une couple de lettres ou une couple de mots. Donc, on a établi des protocoles de plus haut niveau qui sont capables de confirmer la transmission, OK, qui va être faite. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Ça va être une transmission avec connexion. Donc, le protocole TCP, le principe, c'est qu'il va y avoir un handshake, qui va avoir moi, j'envoie quelque chose, tu m'envoies une réponse, je t'envoie une réponse, on sait qu'on est bon, OK, je t'envoie quelque chose, tu me dis que tu l'as bien reçu, je t'envoie quelque chose d'autre, tu me dis que tu l'as bien reçu, je t'envoie quelque chose, je te le renvoie parce que tu m'as pas dit que tu l'as reçu, tu me dis que tu l'as reçu, tout est beau. Puis, le principe aussi, c'est que si j'envoie un paquet de choses, hein, 4-5 paquets d'une shot, ça se peut qu'il n'arrive pas dans le bon ordre, fait que le protocole est capable aussi d'ordonnancement. Donc, on est capable de remettre les morceaux du puzzle ensemble pour avoir notre courriel ou notre page web à la fin. Donc, le TCP, ça va nous fournir une connexion avec un flux d'informations qui est fiable. Ça veut dire qu'on est certain que l'information a été transmise correctement et au complet. C'est certain qu'avec ces sauvegardes-là, ça fait en sorte que le protocole peut être plus lent que nécessaire. Hein? Des fois, ça serait juste de l'espace, une couple de enter à la fin de mon courriel. C'est pas nécessairement important, mais lui, il sait pas ce qui est important ou pas, fait qu'il fait juste tout transmettre correctement. Quand c'est pas un requis que ce soit fiable, on va revenir à quand est-ce que ça n'a pas besoin d'être fiable, on va avoir le protocole UDP. Donc, le protocole UDP me permet d'avoir des transmissions sans connexion. Donc, pas besoin de jaser d'avance. Je t'envoie des choses, puis j'espère que ça arrive. Donc, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être moins fiable, ça se peut qu'on en perde un de temps en temps, mais la majorité devrait arriver quand même. Donc, c'est utilisé pour n'importe quoi qui est des communications en temps réel, donc habituellement du multimédia. Donc, de l'audio ou de la vidéo, quand tu parles avec quelqu'un, habituellement, ça va se faire à travers le protocole UDP. La communication à travers des jeux vidéo ou des applications interactives, ça va se faire avec l'UDP. Ou c'est que si tu perds juste une petite bout de l'information, c'est pas dramatique, on va la récupérer, okay, puisque c'est en temps réel. Donc, on peut aussi l'utiliser quand on sait pertinemment que les réseaux sont extrêmement fiables, ce qui est très peu souvent. On va aussi avoir le principe de port au niveau de transport. Donc, le port, ça va être un point de communication. C'est identifié par un numéro. Donc, quand on parle d'un port, on parle d'un numéro qui va de 1 jusqu'à 65 535. Puis, ça va être utilisé pour spécifier, okay, comme une sous-adresse. Donc, je m'en vais à telle adresse, puis je m'en vais sur tel port à telle adresse. Le principe ici, c'est que les différentes machines sont capables de communiquer de manière simultanée. Donc, souvent, ben, tu me parles de telle affaire ici, puis je veux que tu me parles de quelque chose d'autre sur telle autre affaire, ben, on va utiliser des ports séparés pour être capable de distinguer ces communications-là. Ça va aussi être utilisé pour représenter c'est quoi le genre de communication qu'on est en train de faire. Donc, il existe différentes plages de ports. Donc, il y a les ports connus de 1 à 1023 qui sont maintenus par le IANA. Donc, c'est habituellement un petit peu plus protégé. Là. Sur Unix, admettons, il faut être super user pour être capable de les utiliser. On va avoir ce qu'on appelle des ports enregistrés, donc de 1024 à 49 151. Donc, ça va être pour des applications, pour des utilisations prédéfinies. Puis, on va avoir des ports éphémères ou ports dynamiques, donc de 49 000 jusqu'à la fin 65 535, qui vont être des ports qui ne seront pas spécifiques pour une application, qui vont être habituellement des ports qui vont être gérés de manière dynamique. Okay, j'ai besoin de 3, 4, 5 ports de plus pour mon application, j'en fais 3, 4, puis je te dis c'est lesquels. Une fois que l'application est terminée, ces ports-là ne sont plus jamais utilisés pour ça, ça va être d'autres ports la prochaine fois. Donc, on a une plage de free-for-all, un peu. Un peu comme les noms de protocoles, il y a certains numéros de ports qui sont pour des communications ou des communications qui sont pas mal tout le temps importantes. Là. Donc, on va avoir
un petit quiz sur des numéros de port. Donc, si on regarde, mettons, le port 80 avec du TCP, c'est du HTTP. Donc, c'est le standard, la norme, nous dit que si on veut faire du HTTP, il faut que ce soit sur le port 80 sur du TCP. On peut le contourner, on peut le forcer à ne pas faire ça, mais par défaut, c'est ça. Fait que, même principe, port 22, c'est le port SSH par défaut. Le port 443 sur TCP, c'est pour du HTTPS. Okay, donc, où le HTTPS, c'est un acronyme d'acronyme. C'est du HTTP sur TLS. Puis TLS, c'est du Transport Layer Security, donc ça rajoute du chiffrement. On va avoir le port 25 TCP, qui va être pour le SMTP, encore une fois, le Simple Mail Transfer Protocol. On va avoir le port 53, dans ce cas-ci TCP et UDP, qui va être pour le DNS. Puis les ports 67 et 68 du UDP pour le DHCP. Il y en a une panoplie de services, ça, c'est une liste vraiment non exhaustive. En fait, si on s'en va voir dans etc. Services, on en a vraiment une panoplie qui sont juste spécifiés. Comme ça, tu peux en fait utiliser les noms à la place d'utiliser les numéros de port. Là. Mais on peut voir ici les mêmes informations avec le port 80 pour le HTTP, le port 22 pour SSH, le port 25 pour SMTP. Okay? Donc, c'est toutes des informations qui sont reconnues. Là. Puis, si on descend dans la liste, il y en a pas mal. Donc, pour différents logiciels, différentes applications. Parfait. Donc, avec les adresses IP puis avec les ports, il va y avoir une nouvelle information qui va être le principe de sockets. Donc, de prise réseau, en fait. Donc, un socket, c'est une interface d'une connexion. Donc, c'est un mélange d'une adresse IP puis d'un port ensemble sur un point de sortie ou d'entrée d'un processus avec le réseau. Donc, le principe du socket, c'est que c'est une interface pour la connexion. Le socket, c'est qu'est-ce que nous, on va travailler dans notre programme pour être capable de communiquer de manière facile et conviviale. Donc, le socket, c'est le numéro, l'adresse IP, un numéro de port, puis un protocole. Donc, habituellement, quand on a une application, on va pouvoir créer un socket, puis une fois qu'on l'a, on va pouvoir envoyer des choses dessus, puis être capable de communiquer sans avoir conscience de tout ce que je viens de parler là, dans les 30 dernières minutes. Donc, c'est utilisé pour le développement de programmes pour avoir un niveau d'abstraction par rapport aux vraies technologies réseautiques pour les développeurs. Il existe aussi des sockets qui ne sont pas directement sur des réseaux. Okay? Donc, particulièrement, il va y en avoir une qui va être utilisée pour de la communication interprocessus. Vous allez voir et l'utiliser dans votre cours de système d'exploitation. On peut avoir des informations sur les sockets avec la commande ss ou avant, il y avait netstat. Donc, ss me permet d'avoir une liste des différents sockets et leurs états. Donc, on peut voir ici, on a différentes connexions. Donc, on peut voir ici les adresses et les ports qui sont connectés ensemble. Donc, en fait, en ce moment, je suis connecté sur ma machine virtuelle, puis je peux voir mes deux connexions à travers les sockets de mes connexions SSH. Donc, on peut regarder quels sont les sockets qui sont couramment utilisés. Pour être capable de faire de la communication sur le réseau, il existe aussi la commande netcat. Donc, ça me permet de créer un socket qui va me permettre d'écouter d'un bord puis d'envoyer de l'information de l'autre. Donc, si on se fait un petit exemple,
je vais me partir un socket sur le port 3333, puis on va envoyer toutes ces informations-là dans LOL4, qui me permet de coloriser les choses de manière loufoque. Puis, maintenant que j'ai ça, on peut voir qu'il est juste en suspens, il est en train d'attendre. Je vais faire un ls, donc juste pour générer des données, puis je vais envoyer ça à moi-même sur le port 3333. Donc, en tapant ici, j'ai établi la connexion que j'avais démarrée de l'autre bord. J'ai envoyé l'information a été reçue, puis l'information a été traitée. Donc, je ferme la communication, ce qui ferme automatiquement la communication de l'autre bord. Parlons maintenant, donc on a fait le tour de ce qu'on voulait voir au niveau des couches. Encore une fois, il reste une dernière gentille couche qui est la couche applicative qui va traiter comment est-ce qu'on fait pour gérer les différentes applications. Mais nous, on ne s'en fait pas de ça dans ce cours-ci. On va laisser d'autres cours respectifs dealer avec ça plus tard. Donc, il nous reste à parler de communication sécurisée et finalement de réseaux locaux. Donc, on va commencer avec les communications sécurisées. Donc, au début de l'Internet et au début de la réseautique, on était extrêmement naïf, puis on pensait que tout le monde allait être gentil, puis qu'il n'y allait jamais avoir personne de malveillant sur Internet. On s'est rendu compte que ce n'était pas le cas et que un réseau peut être un environnement qui est hostile. Donc, n'importe quoi peut être lu, peut être intercepté, peut être trafiqué. Donc, il faut être sécuritaire sur des réseaux pour être capable de communiquer, surtout quand on commence à faire des choses qui demandent de la sécurité, comme mes taxes sont faites sur Internet maintenant, mes connexions bancaires, même l'accès à mes réseaux sociaux, donc mon identité que je présente socialement devrait être sécurisée pour qu'elle soit à l'abri de n'importe quoi qui serait hostile. Aujourd'hui, on fait ça de manière très sommaire. Il existe des cours qui vont aller plus en détail là-dessus, particulièrement 4471, Introduction à la sécurité informatique, qui est un survol de tout ce qui est à un niveau humain de la sécurité informatique. Donc, de voir c'est quoi les vecteurs d'attaque, de voir comment est-ce qu'il faut gérer la sécurité à un niveau comme d'action, là. OK? Donc, c'est un premier cours. Puis, si vous voulez aller dans la minutie, dans les détails de la chose, il y a INF 600C, qui est un cours qui n'a pas d'équivalent dans aucune autre université. Okay? Donc, c'est une perle rare qu'on a ça ici, qui est sécurité des logiciels et exploitation de vulnérabilité. Donc, pour te donner une idée, au début de la session, on te fait signer une décharge que tu n'as pas le droit d'utiliser les connaissances que tu vas apprendre dans ce cours pour des abus, ou des éléments hostiles dans la vie. Donc, c'est comment est-ce que ça fonctionne la sécurité du point de vue des mauvaises personnes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un virus? Comment est-ce qu'on fait pour craquer des exécutables? Comment est-ce qu'on fait pour percer des réseaux? Comment est-ce qu'on fait pour exploiter des bases de données? Comment est-ce qu'on fait pour exploiter des sites web? Donc, c'est quoi le domaine de la sécurité informatique dans sa minutie, dans son exploitation? Il n'y a pas d'équivalent. C'est un cours qui est considérablement sérieux, celui-là. Ne prenez-le pas avec un paquet d'autres affaires en même temps. Ça vaut la peine de le savourer. Quand on parle de sécurité, habituellement, on va avoir des objectifs de sécurité. On parle du CIA, le Confidentiality, l'Integrity, puis le Availability. Donc, quand on parle de confidentialité, on parle que l'information ne devrait pas être disponible à n'importe qui.
seulement les personnes qui sont autorisées devraient être capables de visualiser l'information qui est sécurisée. Le deuxième critère, ça va être l'intégrité. Donc, il faut que l'information soit exacte et complète. Si on peut tronquer l'information, si on peut la modifier, même si je ne peux pas la lire, ben si j'insère des mauvais liens, ça peut devenir problématique. Donc, on a confidentialité, il faut que seulement les personnes qui veulent puissent lire l'information ou avoir accès à l'information. L'intégrité, que l'information ne soit pas modifiable et qu'elle soit complète durant sa communication. Puis, il y en a un troisième pilier, qui est non le moindre, qui est la disponibilité. Donc, il faut faire attention parce qu'il faut que les trois ensemble fonctionnent pour qu'on ait quelque chose de sécuritaire et convivial, parce que la disponibilité, ben, il faut que l'information soit disponible à ceux qui veulent. Hein, c'est certain que c'est facile. Si je veux une information qui est confidentielle et intègre, ben, je la mets sur une clé USB, puis la clé USB, OK, je la pitch au bout de mes bras, puis je la mets dans un trou, OK, dans le parc, je tape ça bien dur, l'information est complètement sécurisée, mais pas personne ne peut l'utiliser. C'est un peu, OK, ça défait un peu le but de tout ça. Fait que comment est-ce qu'on va faire pour être capable de gérer ces différents critères de sensibilité? Il y a différentes méthodes, différents moyens, on va les regarder, puis aussi, particulièrement, on va aller regarder c'est quoi les bons mots pour les bonnes choses. OK? Donc, une des choses qu'il va falloir faire dans le monde de la sécurité, ça va être l'identification. Donc, il faut être capable d'identifier qui est en train de faire quoi. Donc, salut, je suis Hugo Leblanc. Parfait, je valide que tu es Hugo Leblanc. Une fois, ben, mélangé à ça, là, souvent ça vient ensemble, il va y avoir l'authentification. Donc, c'est bien le fun que tu dis que tu es Hugo Leblanc, mais moi, je veux vérifier que tu es Hugo Leblanc. Donc, habituellement, il va falloir une preuve de l'identité. Okay? Donc, ça, on appelle ça l'authentification. Donc, souvent, okay, un mot de passe, maintenant le two-factor avec les numéros dans tes cellulaires, okay, une empreinte rétinienne. Donc, l'authentification, c'est de prouver qui tu es. Puis finalement, le troisième élément, ça va être le principe d'autorisation quand on parle de contrôle d'accès. Donc, je suis Hugo Leblanc, j'ai prouvé que j'étais Hugo Leblanc, voici les choses que tu peux faire en tant que Hugo Leblanc. Donc, le principe d'autorisation, c'est de limiter ou d'autoriser l'accès à certaines ressources dans un système. Donc, oui, OK, je suis enseignant, je peux aller voir les notes, mais je peux juste changer les notes de ce cours-ci. Hein, je ne peux pas aller changer les notes de vos autres cours. OK, mais je n'ai pas l'autorisation de faire ça. Donc, ces trois méthodes de contrôle d'accès-là travaillent ensemble pour avoir une gestion de la sécurité quand on veut travailler avec un système externe. On va aussi avoir des moyens cryptographiques pour être capable de chiffrer l'information, encrypter l'information. Donc, il y a certaines méthodologies ici. Donc, on peut parler de cryptologie, OK? Donc la science du secret. Donc, c'est un peu des mathématiques puis l'informatique, là. Il y a la cryptographie. Donc, ça, c'est la science des codes secrets pour protéger la confidentialité des messages. C'est là-dessus qu'on va aller regarder, puis c'est là-dessus qu'on a pas mal d'éléments sur lesquels la sécurité de l'Internet est basée aujourd'hui. Puis on a la cryptanalyse, qui va être la science des attaques pour briser des éléments cryptographiques. Juste faire attention ici, quand on parle de technologie puis de cryptographie en général, il y a différents mots là, okay, qu'il faut se souvenir. Donc, il y a le principe de chiffrement ou déchiffrement ou d'encryption et de décryption, qui est la transformation d'un message normal, okay, que ce soit du texte, que ce soit un message HTTP ou quoi que ce soit, pour qu'il devienne illisible au commun des mortels. Okay? Donc, il faut être capable de faire l'inverse, qui est le déchiffrement, la décryption, pour être capable de récupérer le message initial. Donc, pour faire l'encryption, okay, pour faire de l'encryption, pour faire la transformation, il va falloir avoir ce qu'on appelle une clé. Okay?
Donc, la clé, c'est ce qui va nous permettre de chiffrer ou déchiffrer le message, d'encrypter ou de décrypter le message. Habituellement, la clé va permettre que, faut que tu l'ailles au début puis à la fin pour être capable de gérer ce message-là. Puis, si deux personnes ont deux clés différentes, chacun va pouvoir faire de l'encryption puis de la décryption de leur bord, mais pas entre eux autres. Puis finalement, les clés, il va y avoir un algorithme de chiffrement, ce qu'on appelle un cipher. Donc, le cipher, c'est comment est-ce que je prends la clé puis que je l'applique au message pour que ça me donne le message illisible. Donc, si on parle du chiffrement le plus simple possible, on peut parler de l'encodage ASCII. Donc, de l'encodage ASCII, on avait dit que chaque caractère était représenté par un code ASCII. A, c'est 90, B, c'est 91. On peut avoir ici un chiffrement très, très simple, qui serait le chiffrement de César. Vous irez voir ça, peut-être que vous allez voir ça un moment donné dans vos TP. Le chiffrement de César, c'est le principe de prendre le code ASCII et de juste le décaler d'un certain nombre de lettres. Donc, tu prends le 91 puis tu dis, je fais plus 10 à tous, fait que ça me donne 100, puis 101, puis 102, puis 103. Fait que tant que j'ai le nombre de décalements, je suis capable de revenir en arrière à ma valeur initiale. Parfait. Donc, le chiffrement, puis la sécurité, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, nous, informaticiens. Ici, autre classique XKCD, dès que tu parles de n'importe quelle manière, si tu parles de manière comme si c'était un élément de sécurité, donc j'envoie un message, puis on était supposé être quelque part, puis il y a quelqu'un qui a intercepté le message, puis là, la personne pense que c'est une faille de sécurité qui va vraiment avoir ton attention, c'est vraiment important. Fait que la sécurité, ça nous tient à cœur. Puis on a fait des choses vraiment fancy quand on a travaillé avec la cryptographie. Donc, une des merveilles cryptographiques, ça va être les chiffrements symétriques et asymétriques. Donc, le chiffrement symétrique, ça, c'est la chose qu'on s'attend le plus, là. Donc, le principe, c'est que j'ai un message. De ce message-là, je veux l'envoyer à quelqu'un. Donc, j'ai un message. Bob veut l'envoyer à quelqu'un. Fait que Bob va utiliser une méthode d'encryption, un algorithme d'encryption, avec une clé secrète. Donc, lui, il sait. Ça nous donne un message qui est chiffré, un message qui est encrypté, qui peut donc se promener en public sans que personne puisse savoir c'est quoi qu'il y a à l'intérieur du message. Puis, on a ensuite le destinataire, dans ce cas-ci Alice, qui reçoit ce message-là encrypté, qui utilise la clé secrète et qui permet de décrypter l'élément. Donc, avec la même clé secrète que Bob a utilisée, on est capable de revenir au message initial. Donc, classique chiffrement, là, tu peux, mettons, créer une archive, puis sur l'archive, tu mets un mot de passe. Le mot de passe, c'est la clé secrète. Donc, tant que tu n'as pas la clé secrète, tu ne peux pas désarchiver ton archive qui est encryptée. Donc, le chiffrement symétrique, c'est une première option. Mais aujourd'hui, on est rendu avec une méthode beaucoup plus avancée qui va être ce qu'on appelle le chiffrement asymétrique. Donc, le principe du chiffrement asymétrique, c'est que quand tu fais du chiffrement symétrique, tu génères deux clés différentes pour la même utilisation. Les deux travaillent ensemble. Tu vas avoir une clé privée. Donc, la clé privée, tu la gardes pour toi, tu ne la montres pas à personne. Ça va être très important que tu la gardes pour toi. Puis après ça, tu vas avoir une clé publique, que tu peux donner à n'importe qui veut t'envoyer des messages encryptés. Fait que le principe, j'ai la même situation que tantôt. J'ai Bob qui veut envoyer un message à Alice. Mais là, ce que Alice a fait d'avance, c'est qu'elle a donné à Bob sa clé publique. Donc, cette clé publique-là permet d'être une clé, donc permet d'être le mot de passe à utiliser, là,
Donc, ça nous donne le résultat. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette clé publique-là ne peut pas être utilisée pour décrypter. La clé publique puis les algorithmes de chiffrement asymétrique fonctionnent dans un seul sens. Donc, je suis capable de donner cette clé-là à n'importe qui. Je peux la mettre sur Twitter, c'est pas grave. N'importe qui va pouvoir m'envoyer des messages qui vont être encryptés. Puis quand je reçois un message encrypté avec ma clé publique, je vais pouvoir utiliser ma clé privée pour être capable de décrypter ce message-là. Puis seulement la clé privée peut être utilisée pour décrypter le message. Donc, cette prémisse-là, c'est qu'on peut avoir une clé qui est partagée avec n'importe qui, que c'est public, c'est dans son nom, puis la personne peut l'utiliser pour m'envoyer un message qui est encrypté que seulement moi, je vais pouvoir partager. Puis le principe, c'est que si on veut avoir une communication bidirectionnelle, il va falloir avoir un échange de clés. Donc, même principe, si après ça, Alice veut envoyer une autre information, on pourrait le faire l'inverse, tu sais que tu aurais la clé publique de Blob, et ainsi de suite. On a aussi le principe avec les chiffrements asymétriques de signature. Donc, si Alice décide de prendre un message quelconque et de dire voici le message, puis voici une signature électronique. Avec la clé publique, je vais pouvoir vérifier que ce message-là, le message est ouvert, là, il n'est pas encrypté ou rien par défaut, mais le message va pouvoir être vérifié que l'identité était la même que la personne qui t'a donné la clé publique. Donc, tu peux recevoir un message puis vérifier l'identité à travers une signature électronique. Là, la question qui est derrière ça, c'est oui, OK, mais comment est-ce qu'on fait ça? Ben, excellente question, OK? Il y a un excellent baccalauréat en mathématiques qui se donne à l'UQAM qui va pouvoir répondre à vos questions, mais c'est complètement en dehors du curriculum du cours. Donc ici, c'est des fancy tricks mathématiques qui nous permettent d'arriver à cette situation-là. Parce qu'on avait dit que la cryptographie puis la cryptologie, c'est le croisement de l'informatique et des mathématiques. Donc, c'est grâce à nos amis les mathématiciens qu'on est capable de faire ça. Donc, un autre petit XKCD. Donc, si tu mets ta clé publique, c'est normal, il n'y a pas personne qui va jamais nécessairement utiliser ça ou te demander ça. C'est correct d'avoir ça de manière publique. Quand tu commences à mettre ta clé privée, ben là, c'est que n'importe qui peut se faire passer pour toi, puis n'importe qui peut intercepter les messages qui te sont destinés et savoir c'est quoi leur contenu. Extrêmement problématique. C'est, en fait, c'est quand on parlait de connexion SSH, puis qu'on avait fait ensemble cette prémisse-là, justement. Quand moi, je me connecte par SSH à mes différents serveurs, donc quand je me connecte ici, quand je me connecte à mon ordinateur qui est ma VM en ce moment, ça ne me demande pas du tout de mot de passe. Comment est-ce que ça fait pour être capable de vérifier mon identité puis de la valider? Ben, ça l'utilise du chiffrement asymétrique avec la clé publique que je lui ai envoyée. Donc, la clé publique que je peux littéralement vous montrer. Ici, hop. Qui est celle-ci. OK? Et voilà, ça, c'est ma clé publique. N'importe qui a le droit de voir ça, puis peut m'envoyer des messages encryptés que je pourrais décrypter au besoin. Si on regarde à l'intérieur du dossier, il y a un deuxième fichier que lui, il ne faudrait pas que je fasse un cat dans une vidéo publique sur Internet. Ce serait des mauvaises pratiques de faire ça, qui est ma clé privée. Donc, avec ces outils-là,
il va y avoir des utilisations de chiffrement pour les communications dans la vie de tous les jours. Donc, on a le HTTP, qui est maintenant sécurisé avec du TLS. Donc, le TLS qui devient, avec le HTTP, le HTTPS. Donc, le principe, c'est que ça va utiliser les chiffrements asymétriques pour être capable de vérifier l'identité, OK, puis l'intégrité des sites web. OK? Donc, ça nous donne de la confidentialité, ça nous donne de l'intégrité, donc tu ne peux pas te faire intercepter et modifier les messages parce qu'ils sont encryptés. Puis l'authentification du serveur va pouvoir aussi être vérifiée. Faire attention, quand on dit qu'une connexion est sécurisée, c'est pas que c'est invisible. Hein? Donc, tu peux savoir que telle IP a été à telle adresse. Tu peux pas voir le contenu, mais tu peux voir le message qui se propage. Hein? Dans cette lignée-là aussi de sécurité, il va y avoir le principe de certificat électronique, okay? Donc, qui me permet de s'authentifier à un serveur. Donc, quand on travaille avec des connexions sur Internet, donc on va retourner sur n'importe quel site, le site qu'on était tantôt, on a maintenant un gentil petit cadenas, là, okay, qui me permet de vérifier l'identité. Donc, c'est ça qu'on sait qu'on est en train d'utiliser du HTTPS, en fait. Donc, on peut aller vérifier. Donc, ça ici, ça va être un certificat d'identification. Le certificat d'identification va avoir des clés qui vont être utilisées avec. Là, okay? Donc, on a le même principe d'encryption asymétrique qui est donné. Là, la problématique, c'est si on revient, on disait tantôt que, OK, tout ça c'est beau, mais comment je fais pour aller savoir c'est quoi les clés, là? Hein, faut qu'à un moment donné, j'aille chercher la clé publique. Comment je fais pour aller vérifier que c'est la bonne clé publique que j'ai été chercher? Excellente question. Donc, on va avoir des autorités de certification. OK? Donc, il va y avoir des services commerciaux qui vont me permettre d'émettre des certificats avec des clés qu'on sait qui sont sécurisées. Puis là, la question, c'est comment est-ce que je fais pour savoir que ces certificats-là sont bons s'ils ont été émis par telle compagnie? Il y a comme tout le temps une échelle. Le principe ici, c'est qu'il y a une chaîne de confiance. Okay? Donc, tel certificat a été émis par tel registraire, qui a été émis par telle autorité de certification. Puis là, celui-là, ben, en fait, il est installé avec le navigateur. Donc, quand tu installes ou quand tu installes, mettons, Microsoft Windows là, qui vient avec Edge, ou quand tu installes Google Chrome ou quand tu installes Firefox, ça vient avec une série de clés pour les autorités qui génèrent des certificats. Donc, eux autres, ils sont juste installés en même temps que l'application initiale. Donc, tu fais confiance à ton navigateur. Dernier sujet de la journée, on a les réseaux locaux. Donc, quand on parle de réseaux locaux, on parle de LAN, de Local Area Network. C'est un ensemble d'ordinateurs connectés par un réseau qui est commun, une infrastructure commune, habituellement à travers deux types de connexions physiques, les connexions Ethernet là, avec les câbles ou les connexions Wi-Fi avec les ondes. Ça me permet de communiquer à l'intérieur d'un petit réseau ou moyen grand réseau qui me permet habituellement d'avoir un accès à l'Internet. Puis, ça va être aussi maintenant utilisé de manière plus moderne comme étant une espèce de havre de paix où c'est que je sais que à l'intérieur de ma maison, là, je ne pense pas qu'il va y avoir d'attaque hostile, mais une fois qu'on est sur Internet, il faut être moins relax. Fait que entre mon petit réseau puis l'Internet méchant, il va y avoir un petit point de connexion, un point d'inflexion qui va être le routeur. Donc, c'est lui qui va faire la passerelle entre les deux réseaux. Donc, il sait que, en utilisant des tables de routage, que si je pars d'ici puis que je m'en vais sur telle autre affaire, il faut que je passe par là puis que ça s'en va sur tel autre réseau, et ainsi de suite.
Donc, le routeur, ça route de l'information. C'est ça sa fonctionnalité initiale. Là, ici, il faut comprendre que les routeurs à domicile, donc quand tu installes, t'appelles Bell puis ils disent OK, on te donne un modem routeur, là, le routeur, c'est en fait un paquet de choses en même temps. C'est un paquet de différents périphériques, un paquet de différentes utilités qu'on a, par abus de langage, nommé routeur. Fait que ça fait du routage, mais ça fait aussi l'utilisation d'un point d'accès. Donc, quand j'ai des clients sans fil, OK, il faut que quelqu'un gère cette communication-là pour passer après ça dans le routeur. Donc, on va avoir un point d'accès. On va aussi être un commutateur, une switch. Si j'ai plusieurs ports sur mon routeur, OK, ça ne vient pas tout seul. Habituellement, un routeur, c'est d'un réseau à un autre. Il n'y a pas de multiples connexions. Ça va être aussi habituellement le serveur DHCP puis le serveur DNS de ton réseau local. Donc, quand tu te connectes sur ton réseau, il va parler au routeur pour savoir c'est quoi les différentes configurations du réseau. Donc, c'est quoi mon adresse que je peux utiliser, c'est quoi le serveur DNS que je peux utiliser, c'est lui qui va répondre. Ça va aussi être un pare-feu, donc qui va me permettre d'appliquer des politiques de sécurité pour ne pas être complètement defenseless sur Internet. Donc, des communications qui viennent du méchant Internet que je n'ai pas demandé, il va les bloquer. OK? Puis, toutes les communications à l'intérieur du réseau qu'on assume qui est gentil à l'intérieur de ma maison, il va laisser ça passer sans problème. Il va aussi faire du Network Address Transversal pour être capable d'avoir plusieurs adresses, plusieurs périphériques à l'intérieur du même réseau, mettons à ma maison, puis qu'on est capable de communiquer sur Internet qui a un nombre d'adresses limité. Quand on parle de firewall, on a plusieurs niveaux de firewall. Le principe, premièrement, de firewall, c'est quoi? C'est d'être capable de filtrer des paquets. Donc, des paquets, le sens des paquets peut être filtré. Donc, si ça rentre sans avoir été demandé, je les bloque. Si ça rentre, mais c'est sur tel port, je le laisse passer. Si c'est tel genre de données, je le laisse passer. Donc, il y a un principe de filtrage. Okay? C'est ça le but ultime d'un pare-feu. Ça va aussi être utilisé pour de la surveillance. Donc, c'est pas dans les... à domicile, là, les routeurs font plus ou moins ça, mais dans des domaines plus industriels ou commerciaux, les routeurs peuvent aussi signaler que hey, il y a quelque chose de weird qui semble se passer, il y a peut-être quelqu'un qu'il faut qu'il vienne investiguer. Puis, finalement, mais non le moindre, ça fait aussi le réseau qui a notre pare-feu de la traduction d'adresse pour travailler avec les réseaux. Mais le pare-feu, c'est quelque chose qui existe à différents niveaux. Donc oui, le routeur est capable d'en faire un niveau pare-feu, mais on a aussi des pare-feux au niveau système. Donc, il existe des logiciels, puis en fait, il y en a sur pas mal tous les systèmes d'exploitation. Windows vient avec son propre pare-feu, macOS vient avec son propre pare-feu, Linux vient avec son propre pare-feu pour être capable d'avoir une première couche de défense. Donc, il existe différents outils, différents logiciels qui permettent de faire la gestion de pare-feu. Des choses comme iptables ou plus communément aujourd'hui sur Linux, il y a UFW pour le Uncomplicated Firewall qui permet de travailler avec. C'est installé par défaut là, sur les dernières versions d'Ubuntu, par exemple. Donc, si on enlève cette page-là, OK, on peut aller voir. Parce que je ne suis pas sous Linux. Hop là. Donc, on a le Uncomplicated Firewall qui me permet de gérer le firewall puis d'être capable de rajouter, enlever des règles de filtrage. Parce que le but encore du firewall, c'est de filtrer des informations. Donc, le Uncomplicated Firewall, à quoi ça peut ressembler, c'est différentes commandes. Donc, on est capable de gérer... Attends, on va se tasser un petit peu. On va se mettre juste un petit peu plus petit dans le sens. On est capable d'avoir les derniers exemples. Donc, on a des commandes comme le allow qui me permettent de gérer, je veux rajouter les éléments HTTP entrants. Sinon, c'est rejected. Donc, on peut spécifier par service, par protocole, ou sinon directement par port possible. Puis avec ça, on est capable de l'enabler, avoir une liste des applications possibles aussi pour travailler plus facilement,
ben, telle application a besoin de tel port pour être capable de travailler. On a ensuite, dans le principe de sécurité, okay, le principe de tunnel puis de réseau privé virtuel. Donc, on peut faire en sorte que la communication sur Internet là, peut être hostile. Là, donc, des fois, tu as des environnements hostiles, des fois, tu as des réseaux hostiles, des fois, tu as des pare-feux qui sont trop agressifs, qui ne te laissent pas, admettons, dans un réseau universitaire, ne te laissent pas travailler sur tel port. Donc, tu peux utiliser des technologies réseautiques pour être capable de t'échapper de ces environnements-là ou de protéger de ces environnements-là. Donc, il va y avoir le principe de tunnel qui va me permettre d'établir un canal de communication sécurisé où certaines communications vont automatiquement passer par le tunnel pour être capable d'avoir un accès externe à quelque chose qui ne l'est pas habituellement. Il va aussi avoir, dans un élément plus général, des VPN, okay, des Virtual Private Networks, qui vont me permettre de faire un canal de communication vers un autre réseau. Puis toutes mes communications vont passer à travers ce canal de communication-là pour ressortir à cet autre emplacement-là. Donc, les VPN me permettent de cacher les communications que je fais, okay, ou en fait, où vont les communications des éléments qui sont proches de moi. Donc, admettons que j'utilise un VPN, je serai capable de cacher à mon ISP que je m'en vais sur info.ucam.ca. Okay? Je ne veux pas que mon ISP sache que je suis à l'UQAM. Ça me permet aussi de l'utilisation la plus commune aussi des VPN, ça va être pour de rediriger le transfert de la communication. Donc, à la place de dire je suis d'ici, ben non, je vais tout rediriger vers cet autre emplacement-là. Puis là, après ça, je vais aller sur le site. Ben, je vais faire, pour le site, ça va sembler comme si je viens de cet autre emplacement-là. Donc, c'est utilisé de manière commerciale pour contourner des barrières habituellement géopolitiques, comme accéder à des sites qui sont seulement accessibles d'un autre pays. Bien, habituellement, la seule manière de gérer pour savoir tu es dans quel pays, c'est d'utiliser l'IP. Donc, l'IP qui est dans un domaine qui appartient au Canada, bien, habituellement, c'est canadien. Mais si tu as un tunnel, un VPN qui se connecte à une autre adresse IP d'une autre partie de la planète, ben, tu fais semblant d'être sur cette autre partie de la planète-là. On a les tunnels SSH qui me permettent de faire de la redirection de port. Donc, on va être capable d'aller accéder à un service à partir d'un réseau local ou sinon accéder à un réseau local à partir d'un réseau distant. Donc, on a deux commandes, okay, avec soit le "-l", soit le "-r", qui va me permettre, donc, avec le "-l", ouvrir un port local sur la machine locale qui va être redirigé sur le port distant du serveur. Donc, le principe ici, c'est que quand moi, je vais envoyer des informations là-dessus, ça va être envoyé sur l'autre distant. On peut faire l'inverse avec le "-r", où on va ouvrir un port distant sur la machine distante, puis nous, on va utiliser ici le port local. Si on se donne un petit exemple, oups, j'étais dans le mauvais sens, pour bien comprendre le principe, là, on pourrait faire ici une connexion SSH. Okay? La connexion SSH se fait avec l'option R, qui me permet d'avoir un service local à partir d'un réseau distant. Donc, on a que notre machine n'est pas accessible de l'extérieur. Mettons, j'ai un serveur Apache, un serveur web, qui roule sur ma machine locale, mais je ne suis pas capable d'y accéder d'un autre serveur. Okay? Parce que je ne suis pas capable de sortir, je ne suis pas capable de router les informations. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lien qui va permettre que toutes les connexions d'ici se rendent à mon ordinateur local. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Si je regarde le R, j'ai le 8888. Oups. Pardon. Ici.
Donc, j'ai le R, j'ai le 8888. Fait que j'ouvre un port sur la machine distante. Donc, j'ouvre le port 8888 sur la machine java.labunix.ucam. OK? Donc, j'ouvre le port sur la machine unix.ucam. Puis, ça rouvre aussi en même temps un shell interactif de l'utilisateur sur cette adresse-là. Puis, ce que je dis, c'est que quand je vais communiquer de ce serveur-là sur ce port-là, donc quand lui va envoyer des informations sur ce port-là, redirige-le de manière automagique pour que ça roule sur le port 80 ou que ça soit envoyé sur le port 80 de ma machine. Donc, le port 80, le port HTTP par défaut, ce serait là que mon serveur Apache fonctionnerait. Fait que quand j'écris ça, ça me crée un tunnel, ça me connecte par SSH à cette machine-là, puis ça me donne en plus la possibilité d'envoyer des choses sur le port 8888 quand je suis connecté sur cette machine-là, puis que ce soit redirigé sur le port 80 de ma machine locale. Fait qu'une fois que j'ai cette première commande-là, si je regarde la deuxième commande que je fais, maintenant que je suis connecté là, sur la machine Unix, ça se fait sur le localhost, mais le localhost en ce moment, c'est la machine Java, là, la Unix UCAM. Puis j'ai dit, va sur le port 8888. Ben là, le tunnel SSH se rend compte que, OK, cette commande-là, c'est pas sur le localhost 8888 qu'on s'en va vraiment l'amener. On va rediriger ça à travers le tunnel vers les interwebs sur le port 80 de la machine locale. Ce qui va donc faire apparaître le site web qui roule sur ma machine locale, mais que j'accède à partir d'une machine distante. On est capable de faire des choses pas même plus loufoques aussi là, avec les tunnels SSH. Donc, on a la possibilité aussi, là c'est décrypté, puis je ne peux pas vous le montrer, je n'ai pas les interfaces, les environnements d'interface installés, mais tu peux même partir des applications qui vont rouler à travers le tunnel SSH. Donc, tu es capable de partir des applications graphiques qui roulent sur une machine distante, mais qui s'affichent sur ton ordi local. Donc, c'est plus ou moins déprécié, là, c'est plus à l'eau de jour, mais c'est des choses qu'on était capable de faire. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est avec la réseautique, ça peut être compliqué, là, puis des fois, on va aller un petit peu trop loin. Ici, on va se laisser avec un dernier XKCD qui compte une histoire vraie de l'auteur qui dit qu'il n'a pas réussi, il a oublié sa clé à l'intérieur de sa maison, il s'est embarré dehors, classique, mais lui, il est sur un ordinateur, il est connecté au Wi-Fi, fait qu'il veut être capable de se parler à la personne qui est à l'intérieur. Donc, il y a une personne à l'intérieur, mais la personne semble pas à l'ordi devant elle. Fait qu'elle se dit, c'est facile, j'ai juste à utiliser une commande qui permet de faire un voice activation. Comme ça, la personne va vouloir l'entendre, mais là, ça a l'air que le volume n'est pas assez haut. Fait que là, il faut trouver une autre commande qui va augmenter le volume du système. Puis là, la personne demande, ouais, fait que ta sonnette, elle marche pas. Là, ici, on se rend compte que des fois, en tant qu'informaticien, on peut facilement avoir la tête haute et manquer les bonnes informations. Faut jamais oublier ça. Fait que ça va faire le tour de qu'est-ce que je voulais voir avec vous pour la réseautique, ce qui va aussi clôturer la matière d'INF 1070. J'espère que vous y avez pris un malin plaisir et on se revoit pour notre dernier cours de questions. Bonne journée à tous.